Nous sommes le vendredi 24 avril 2020, il sonne 11h et nous vous saluons toutes et tous, vous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Courtoisia d'Apaon, vous également qui écoutez Radio Daoula Bassa ou encore Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Lumière à Neho ou encore Radio Centrale FM à Sokode, naturellement Canal FM. Mais vous également qui nous écoutez sur les radios numériques et l'application Canal FM. À la technique d'Atevi Thomas avec Michel Vitogbe Tomega et Géraud Dakoucha. Et pour vous accompagner, le toujours et seul innocent Kodjo Tete Sasgaou Vifambolo Adjrala Maito Toto Asigno Vodanu Domo Zangaou Gatragasi Gegledo. Et nous mettons 3 points de suspension. Le temps également que Jacques Jacouti puisse se présenter. Jacques, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Jacques Jacouti qui n'est plus à présenter, ancien président du CONAP, que nous sollicitons de temps en temps pour éclairer notre lanterne. Thierry Afanouke de Gapola.net, bonjour. Bonjour Sas et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, 2 invités aujourd'hui à côté de nos 2 confrères. Et le menu du Club de la Presse, c'est en fait les points saillants de l'actualité de cette semaine. Vous savez, nous savons que nous sommes toujours dans la dynamique de la riposte au Covid-19, la pandémie du nouveau coronavirus. Nous allons passer cette liste-là aujourd'hui à l'endroit et à l'envers. Et puis également, les circonstances de l'arrestation et la garde à vue de Gabriel Mensah Ngoyome Kodjo qui continue à susciter beaucoup de commentaires et de polémiques. Nous vous en parlerons également. Eh bien, notre premier invité qui est avec nous, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh bien, c'est notre vieil ami Mamadou Diouf, juriste, islamologue, conseiller du Bureau national de l'association des cadres musulmans. Tout à fait. Avant même l'émission, nous vous souhaitons un fructueux mois de Ramadan. Merci beaucoup. C'est ce qu'on souhaite également à tout le monde. Un mois de Ramadan dans la piété, dans la solidarité et dans le semi-confinement aussi. Merci. Justement, nous les chrétiens, tout comme les juifs, nous avons dû célébrer la Pâque à la maison, loin de la ferveur et de l'ambiance de communion dans les églises, temples et synagogues, à cause naturellement de la pandémie du nouveau coronavirus. Et les fidèles d'Allah ne seront pas mieux lotis. Eux qui démarrent aujourd'hui même le mois béni sacré du Ramadan. Dans quelles circonstances nos auditeurs et nos compatriotes musulmans vont d'abord respecter le Ramadan avec ses pratiques, ses rituels et la célébration. Voilà pourquoi notre ami Diouf est à nos côtés. Encore merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Eh bien, le temps juste que nous découvrions la pensée du jour qui nous dit ceci, c'est Aristote Onassis qui a écrit que c'est pendant les moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. Encore une fois, c'est pendant les moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. Eh bien, monsieur Diouf, hier, j'ai suivi un appel, un message de l'Union musulmane du Togo relatif au démarrage du mois sacré béni du Ramadan. Voulez-vous nous rappeler les principales lignes de ce message de l'UMT? Effectivement, le président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Ibrahim Inoussa, a fait une conférence de presse hier à la maison du Hajj. La conférence avait plusieurs objectifs. Le premier, puisqu'on allait vers un mois de Ramadan particulier, puisque comme vous l'avez dit,
nous n'allons pas échapper au Covid, on va devoir faire comme nos frères en religion chrétiens et juifs, on va devoir jeûner dans des conditions particulières. Il a tenu à le rappeler pour dire aux gens que le jeûne est un principe, Covid est un contexte. Le principe est venu rencontrer le contexte, on va rester dans le principe, mais il faut également rester dans le contexte du jeûne. Le jeûne se fera avec des particularités. Une des particularités, c'est la fermeture des mosquées qui est déjà actée. La deuxième particularité, le ramadan a été marqué par les prières que l'on fait autour de 19h30, tous les 30 jours pratiquement. Ces prières ne pourront pas avoir lieu à cause du regroupement que cela entraîne. Les 10 dernières nuits, les gens priaient encore plus à partir de minuit jusqu'à pratiquement à 4 heures du matin. Tant que les conditions de la maladie n'auront pas changé, ces éléments qui marquaient le ramadan au niveau de la mosquée, il va falloir que les gens le fassent au niveau de la maison, parce que la mosquée va créer un attroupement et cet attroupement est contraire à la riposte qui est organisée actuellement contre le Covid. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. Le jeûne est un principe, le Covid-19 est un contexte et ce contexte ne va pas annuler le principe. Tout à fait. Mais le principe va devoir s'accommoder au contexte. Et c'est ce que le message de l'Union musulmane du Togo diffusé hier dit. Alors, vous allez devoir encore jeûner, mais Monsieur Diouf, d'après ce que nous apprenons des médecins, il semble que le coronavirus attaque beaucoup plus dangereusement aux personnes dont l'immunité sera un peu faible. Oui. Alors, jeûner pendant 28-30 jours, est-ce que cela ne risquerait pas d'affecter l'immunité des croyants? Non, pas du tout. Le jeûne, au contraire, est utilisé aujourd'hui en Russie, en Allemagne, dans beaucoup de pays, comme étant une thérapie par rapport à un certain nombre de maladies. Parce que quand on jeûne, le jeûne ne sert qu'à éliminer des excès, des toxines à l'intérieur du corps d'un point de vue médical. La révision spirituelle qui accompagne le jeûne est accompagnée d'une révision corporelle également chez l'individu. À moins que l'individu ne soit malade, ce n'est pas le jeûne qui va l'affaiblir au point que le Covid-19 puisse l'emporter. Si le Covid va le prendre, c'est parce que certainement il y a un autre problème, mais pas le jeûne en tant que tel. Jeûner pendant 30 jours n'affaiblit pas du tout le système de la personne. Merci, Monsieur Diouf. Bien, à la lumière du message de l'UMT, quelles sont les dispositions pratiques que vous, islamologues, pouvez-vous recommander en sus, bien sûr, du message de l'UMT, les dispositions pratiques dans l'observation du jeûne à vos coreligionnaires? En fait, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. La CMT dit toujours dans ses déclarations qu'on fasse la part des choses entre ce qui est le plus fondamental et ce qui l'est moins. Parce que beaucoup de gens nous interpellent sur non, pourquoi on peut lever le couvre-feu pour que les gens puissent faire au moins les prières de nuit. On a toujours dit aux gens, il faut être logique. Le couvre-feu a été instauré avec un certain nombre de cas. On ne peut pas demander qu'on lève le couvre-feu alors qu'on a plus de cas devant nous. Sinon, l'objet de l'interdiction va poser problème. D'autres nous disent que les gens prient dans les mosquées, on leur dit dans les maisons. On leur dit non. Ce n'est pas la mosquée qui contient le coronavirus. La mosquée ne pose aucun problème. C'est nous qui risquons de l'amener à la mosquée et c'est nous qui risquons de le prendre à partir de la mosquée. Donc, quand on dit aux gens ne priez pas dans les mosquées, si 3-4 maisons se regroupent pour prier ensemble dans un lieu, mais vous avez reconstitué une mosquée sans mettre le nom mosquée et le regroupement qu'on refusait, c'est le même regroupement qui revient. Donc ça, il est bon que nos co-religionnaires le comprennent. Faut pas regarder les choses comme si c'est le gouvernement qui prend des mesures contre quelqu'un. Non, notre religion nous interdit d'aller dans les mosquées aujourd'hui. L'islam m'interdit de porter le virus et de venir le passer à une personne. L'islam nous demande de vouloir le bien pour l'autre. Si tu lui passes le virus, mais tu ne lui veux pas du bien. L'islam nous demande également de vouloir le bien pour nous-mêmes, d'éviter de nous faire du tort. Je dois éviter de contracter le virus. Et pour ça, on n'a pas besoin de la décision du gouvernement. Chaque musulman devrait avoir ce comportement qui est un principe en termes de précaution au niveau de la religion musulmane. Et si chacun y va dans ce sens, on pourra s'en sortir. La deuxième chose, c'est la solidarité. Covid est venu compliquer une situation qui n'était pas déjà facile. Il y a heureusement des actions en cours. La CMT a initié une action de collecte, finalement rejointe par beaucoup d'autres associations. On est allé rejoindre l'UMT. Il y a une action qui sera faite très bientôt
à l'endroit de ceux qui sont au niveau du personnel de la santé en particulier. Une autre action sera faite également au niveau des personnes qui sont dans la difficulté pour pouvoir les soutenir. Sur l'aspect santé dont on parlait tout à l'heure, il y a également Global Health qui est là pour aider les gens. Les gens peuvent les appeler au téléphone, poser des questions, comme vous l'avez posé tout à l'heure sur la question de Covid et du jeûne. Ils vont répondre. Ils ont un numéro WhatsApp à partir duquel les gens peuvent répondre. Ceux qui ont des maladies chroniques également peuvent les appeler pour qu'ils les orientent, pour qu'ils sachent est-ce qu'ils peuvent jeûner, ils ne peuvent pas jeûner, ils leur diront. Ceux qui ont des difficultés sanitaires, malheureusement cette année, ils ne pourront pas faire les consultations gratuites puisque ça va attrouper les gens. Ils ont plutôt renvoyé les gens vers des centres, des structures de santé partenaires où ça ne sera pas gratuit, mais il y aura quand même une réduction assez intéressante pour cela. Il y a la CMT Golf également qui organise sa première distribution samedi prochain à la mosquée de Glenkopé, si je prononce bien Blenkome, voilà, si je prononce bien le nom. Il y aura 50 premiers destinataires qui vont recevoir. Covid oblige, ils ont été obligés de faire un emploi du temps en disant à 10 personnes, vous venez de telle heure, à tel autre groupe, vous venez de tel moment à tel moment. Donc, il faut qu'on le comprenne. Il y a un contexte qui est là. Ce n'est pas les musulmans seulement. Ce n'est pas le jeûne seulement. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on est obligé de voir comment l'adapter à ce contexte qui est là. Les musulmans ne pourront pas faire exception. Merci. Malheureusement, les mesures contraignantes sont prises de par le monde entier, pas seulement au Togo. Ce matin, j'apprenais même que à Jérusalem, l'esplanade des mosquées est fermée. Oui. Et mieux encore, les lieux les plus saints du monde musulman, à savoir la Kaaba, la Mecque et Médine également, ces places saintes sont fermées provisoirement. Eh bien, prions que Yahvé et Allah nous aident à arriver à bout du Covid-19 et nous pourrons reprendre nos pratiques normalement. Amen. Mais d'ici là, comme vous le dites si bien, le jeûne est un principe, le Covid-19 est un contexte, mais le principe du jeûne va s'adapter au contexte avec le rappel des mesures barrières. Monsieur Diouf. Tout à fait. C'est dans tous nos messages actuellement que nous transmettons. Quand nous souhaitons aux gens un bon ramadan, on écrit en bas « Continuons à respecter les mesures barrières » pour toujours rappeler ce contexte dans lequel nous sommes. Il ne rend pas le jeûne invalide, il ne nous empêche pas de jeûner. Il faut le dire clairement, il y aura des choses qui vont manquer, mais ces choses manqueront et le jeûne restera le jeûne. Merci Mamadou Diouf, juriste, islamologue, conseiller du bureau de l'association des cadres musulmans. Jacques? Oui, je crois que par rapport à la présence de notre ami dans ce studio, nous savons un peu ce qui se passe lors de ces jeûnes de Ramadan. Et c'est vrai que les mosquées sont fermées, les églises sont fermées, mais par rapport à la prière, est-ce que vous avez peut-être une dérogation au niveau du ministère de l'administration territoriale chargé des cultes, peut-être, pour permettre ne serait-ce que l'appel du muezzin à rappeler aux fidèles à 5 heures du matin de prier, et s'il y a une dérogation au niveau du ministère de l'administration territoriale et la cellule chargée des cultes, avec cet appel, est-ce que les gens ne seront pas tentés à aller se rassembler, par exemple, dans les mosquées pour prier? Est-ce que les dispositions ont été prises par rapport à l'Union musulmane, par rapport à ça? Oui, hier lors de la conférence de presse, le président Ibrahim Inoussa l'a rappelé, la fermeture des mosquées n'a jamais interdit aux gens de faire les appels. Donc parfois les gens font comme si on autorise exceptionnellement les appels à cause du mois de Ramadan. Les documents qui parlaient de fermeture des mosquées, aussi bien les communiqués de l'UMT que les documents du ministère, n'ont jamais interdit l'appel à la prière. Donc, il n'y a pas eu d'interdiction de l'appel à la prière au niveau des mosquées. Pour le mois de Ramadan, il y avait une particularité. Plusieurs personnes nous ont saisis, plusieurs personnes ont saisi l'Union musulmane du Togo pour poser le problème du couvre-feu. Et ça concerne exclusivement Sokodé et Lomé. Puisque les gens veulent qu'on puisse faire l'appel très tôt pour que les gens se lèvent, alors que cet appel se fait au moment du couvre-feu. Oui. C'est dans ce sens que l'UMT a fait des démarches à l'endroit du ministère de l'administration territoriale et du ministère de la sécurité. Et il y a un communiqué qui a été fait par le ministère de l'administration territoriale qui rappelle que les mosquées sont fermées, qui rappelle que les gens peuvent faire l'appel et qui demande aux structures musulmanes de s'approcher des préfectures pour que ceux qui doivent faire l'appel tôt le matin
dans les mosquées où il n'y a pas de résidence et que la personne doit sortir pour aller faire l'appel, que la personne puisse avoir une autorisation qui lui permet de traverser, d'aller faire l'appel, sans pour autant pouvoir avoir des difficultés avec les forces de l'ordre. Donc c'est ça la nouveauté. L'appel du matin touche une partie du couvre-feu pour Sokodé et Lomé. Dans la note, il y a une autorisation claire qui est accordée pour que la personne puisse aller faire l'appel. Merci. J'ai suivi également sur une radio qu'en France, le muezzin fait toujours l'appel à la prière, mais il précise prier chez vous à la maison. Voilà, c'est sur ce point-là que je voudrais rebondir pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que si jamais le muezzin lançait son appel, les gens risqueraient de se ruer vers les mosquées pour observer la prière. Et ils tomberont forcément sur la force anti-pandémie et vous savez ce qui peut arriver. Non, on a pris conscience de tout cela et c'est pourquoi nous-mêmes on a anticipé en allant vers les autorités pour poser le problème. Nous sommes en train également de faire la communication pour que les gens comprennent bien ce qui a été autorisé et comme je l'ai dit, l'appel n'a jamais été interdit. Il y a juste cet appel qui correspond à la période du couvre-feu qui peut poser problème, raison pour laquelle cette démarche avait été faite. Mais comme vous l'avez dit, en période de pandémie, ce que la religion enseigne, c'est que quand on fait l'appel, au lieu de dire Hayya ala salat, qui signifie dire aux gens venez à la prière, on dit aux gens Sallu fi buyutikum, priez dans vos maisons. C'est-à-dire on fait l'appel pour marquer l'heure, mais on indique aux gens qu'il faut prier dans les maisons, pas venir au niveau de la mosquée. Merci, Monsieur Diouf, vous restez à nos côtés. Vous savez, puisque vous êtes un fidèle ami du Club de la Presse, à partir de 12h, les amis auditeurs, auditrices pourraient entrer en ligne et vouloir en savoir davantage avec les deux lignes, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Nous ouvrons à présent la page riposte au coronavirus, riposte au Covid-19, comme je l'ai annoncé. Nous allons passer cette riposte-là à l'endroit et à l'envers. Vous apprécierez au cours de nos commentaires. Et pour cela, nous avons convié dans ce studio le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, Dr Innocent Kpeto. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Sass. Vous préciserez Innocent le vrai, je suppose. Non, bon, le seul. J'accepte de vous appeler Innocent juste par mansuétude. Vous savez vous-même que le seul innocent qui existe, c'est moi, Dr Kpeto. Eh bien, je vous suis vraiment reconnaissant. Vous avez un agenda très chargé, mais vous avez pu vous libérer pour nous 90 minutes au Club de la Presse. C'est les auditeurs qui vous seront reconnaissants. Mais avant d'en venir à vous avec les confrères Jacques et Thierry, quelques petits aspects de cette riposte au coronavirus, eh bien, le gouvernement qui a décrété l'état d'urgence sanitaire et également a décrété un couvre-feu qui court depuis le 2 avril de 20h à 6h. Ce n'est pas pour le plaisir de nous en prendre à nos frères et sœurs, les forces de l'ordre de sécurité, mais ce couvre-feu rime malheureusement trop souvent avec des bavures, avec des violations des droits de l'homme. Le mercredi soir, par exemple, avant même 20h, au marché de Zanguera, les éléments prépositionnés s'étaient mis à battre inconsidérément aussi bien les commerçants que les acheteurs et tout ce qui était dehors, alors qu'il ne sonnait même pas 20h. C'était au marché de Zanguera le mercredi. C'est ce même mercredi, dans la nuit de mercredi à hier jeudi, que le couvre-feu a encore accouché d'un drame. Un homme s'est retrouvé, a été retrouvé mort à Dakpamé. Spontanément, la population avait manifesté leur amertume. Il semblerait que ça a fait des grabuges aussi hier. Thierry Afanoukoui. Oui, tout à fait. Vous savez, ce qui se passe malheureusement au cours du couvre-feu laisse désirer plutôt parce que le couvre-feu n'est pas décrété pour passer à tabac la population. Le couvre-feu est décrété pour nous permettre d'être à l'abri de la pandémie à coronavirus. Malheureusement, les bavures policières se multiplient et là où ça fait le plus mal, c'est que quand l'autorité de tutelle monte au créneau,
il balaie toutes ces accusations-là, alors que les faits sont là et sont réels. Je crains que le ministre de la Sécurité, lorsqu'il prendra la parole, il nous dira que le jeune décédé à Dakpamé n'est pas victime de bavure policière. Parce que c'est ce qu'il a dit l'autre fois sur la télévision nationale, quand un jeune a été est passé à tabac au niveau d'Avedi, et malheureusement celui-ci également a trouvé la mort. Après, le ministre nous a dit qu'il est décédé à la suite d'une crise épileptique. Donc finalement, on ne sait pas ce qui se passe pendant le temps du couvre-feu. Il faudrait que des enquêtes soient ouvertes pour situer les uns et les autres, et que les auteurs de ces bavures-là soient véritablement punis. Parce que le couvre-feu, comme je l'ai dit, n'est pas décrété par le chef de l'État pour qu'on puisse passer à tabac les citoyens. Et ici même, à votre micro ici, je crois le ministre avait rappelé que si jamais quelqu'un est pris dans le couvre-feu, il y a des dispositions légales pour le punir et non le passer à tabac. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et là où ça fait encore plus mal, quand on nous rend le rapport sur le couvre-feu, on ne mentionne nulle part ces bavures-là. Alors que les gens, les témoignages, les faits sont là au jour le jour. Donc, il faudrait que véritablement, on puisse revoir peut-être la composition de cette force spéciale. Je ne sais pas, c'est parce que c'est une force spéciale mixte avec les gendarmes, les policiers et les militaires. C'est pour cela qu'on ne s'entend pas, c'est pour cela que ça pose problème, parce qu'on a toujours connu des forces spéciales dans ce pays pendant les élections. On n'a jamais eu toutes ces exactions-là sur la population. Merci Jacques. Comme je l'ai dit encore une fois, nous reconnaissons le mérite et le sens du sacrifice de nos frères et sœurs, forces de sécurité et de l'ordre, mais il se fait que je ne sais pas si c'est excès de zèle ou bien des exactions délibérées. Les cas se multiplient malheureusement, notamment avec ce que je viens de rappeler au marché de Sanguera, dans la nuit du mercredi à jeudi, et également surtout ce pauvre homme qui serait sorti aller faire sa besoin naturel et qu'on a retrouvé mort. Donc je crois que par rapport à la situation, moi je voulais relever deux points. Le premier point, le constat personnel, c'est comme s'il y a un problème au niveau de la chaîne de commandement. Par rapport, oui, j'ai l'impression qu'il y a un problème à ce niveau. Parce que quand vous prenez certains quartiers, il n'y a pas ce problème-là. Mais dans d'autres quartiers, on constate qu'il y a toujours ces bavures souvent au niveau de ce couvre-feu. Et le second aspect que je voulais relever par rapport à ça aussi, j'ai l'impression que ce qu'on vient de recruter, par exemple par rapport aux années 2010-2009, n'ont jamais entendu parler du couvre-feu dans ce pays. Et selon eux, couvre-feu signifie taper. C'est-à-dire que si on vous surprend, c'est qu'on vous tape, on vous bastonne. Au fait, c'est ça. Il y a certains... Vous savez, les Togolais, nous avons vécu le couvre-feu, je crois, c'était en 2005, je crois. La dernière fois, c'était en 2005. Et depuis ce temps, on n'a plus vécu le couvre-feu. Donc, il est important que les éléments qu'on mette sur le terrain par rapport à ce couvre-feu, qu'on leur explique ce que c'est qu'un couvre-feu. Le couvre-feu ne signifie pas, lorsque vous arrêtez une personne, vous me laissez la personne. Non. Vous prenez la personne, le ministre nous avait cité ici, par exemple, ce qu'il faut faire par rapport aux concitoyens qu'on prend dans ce genre de situation. Et la fois passée dans un quartier, moi-même j'étais témoin, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté, ils sont venus, je crois que le monsieur avait oublié de fermer son bar. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le bar, ils ont aidé le monsieur à vider les casiers. C'est-à-dire qu'ils ont bu. Ils ont bu avec le barman et ceux qui étaient là-bas. Et finalement, le monsieur a compris que le lendemain,
il ne va plus encore ouvrir le bar à l'instant là. Ils n'ont pas frappé. Non, j'ai apprécié cette façon. Vous avez apprécié le fait qu'ils ont bu. Oui, mais ils n'ont pas. Des éléments en patrouille. C'est des dettes après tout. Vous savez, ils pouvaient le frapper. Ils pouvaient frapper le monsieur, mais ils l'ont pas frappé. Tout juste pour l'enseigner, pour lui dire que demain, tu ne vas plus ouvrir ton bar. Vous voyez? Et le ministre avait dit dans le studio ici, lorsque vous prenez par exemple quelqu'un, que la personne reste avec vous. Et le lendemain, quand elle va partir, il ne sera plus tenté de revenir encore. Donc je crois qu'il faut éviter, il faut tout le temps éviter de bastonner les gens. Et puis le problème qui se pose, on l'avait soulevé dans ce studio. Vous savez, la plupart des ménages ici à Lomé n'ont pas souvent des latrines à la maison. Et les gens sortent pour aller faire leurs besoins. Et quand quelqu'un sort pour aller faire ses besoins, vous reconnaissez que c'est un compatriote qui n'est pas armé. Mais interrogez la personne et laissez-la partir. Qu'est-ce qui constitue à bastonner la personne? Pour terminer, je crois que c'est le fait de mettre les policiers, les gendarmes et les militaires ensemble qui cause problème. Parce que quand vous savez, le gendarme n'a pas, le militaire n'a pas l'esprit calme de pouvoir interroger quelqu'un. Lui, son sens, c'est de bastonner d'abord avant de pouvoir interroger. Et voire même tuer. Voilà. C'est à ça qu'ils sont formés, malheureusement. Donc je crois que c'est ça le problème. Il est important qu'au niveau du ministère de la Sécurité et au niveau du ministère de la Défense, qu'on puisse laisser de côté les militaires et ne que prendre les gendarmes et les policiers pour faire le couvre-feu. Ça, c'est très important. Merci, mais en même temps, nous rappeler à nous-mêmes que le couvre-feu est une disposition militaire. Alors, sauf cas d'urgence, nous sommes plutôt invités à rester chez nous, sauf cas d'urgence, bien sûr. Et comme ça, on serait à l'abri de ces bavures. Mais Thierry, je reviens à vous. Vous disiez tantôt que dans son compte rendu quotidien, la force mixte ne mentionne pas ces cas-là. Je pense qu'il faut relativiser parce que la semaine dernière, le communiqué a fait cas des éléments qui avaient été surpris en flagrant délit de racket vers Akata. Oui, mais on parle de bavure policière. Raquettes, ils sont nombreux qui s'y prêtent à ce jeu-là, malheureusement. Parce que quand vous prenez tous les dispositifs mis en place pour ne pas permettre la circulation entre deux préfectures, on a pris des dispositions, des barrières, mais il y a de ces raquettes-là qui permettent aux uns aux autres d'aller d'une préfecture à une autre. Donc, c'est pas ce qu'on a relevé. Je crois que c'était samedi ou vendredi que le communiqué faisait cas de cela. Mais nous, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, quand nous, les journalistes, nous menons nos enquêtes, nos investigations et nous relayons ce qui se passe pendant le couvre-feu, quand l'autorité prend la parole, il dit le contraire. On se demande, est-ce que c'est nous qui se trompons ou bien c'est l'autorité? On ne comprend pas. Il faudrait qu'on puisse situer les uns et les autres. Nous avons les contacts de ces victimes-là. Nous avons les parents de ces victimes-là. On peut mener les investigations. Je crois que dans cette situation, et la CNDH et les organisations de défense des droits humains doivent réagir pour que la population se sente... il faut rappeler que le CACIT a déjà annoncé il y a quelques jours qu'elle va saisir, le CACIT va saisir la justice sur certains de ces cas avérés. Ça, vous savez, c'est que peut-être le ministre de la Sécurité et de la Défense, ce qu'il peut faire par rapport... Il est ministre de la Sécurité. Non, je parle Donc, c'est deux ministères alors. Deux ministères. Celui de la Défense et celui de la Sécurité. Ce qu'il peut faire... Non, vous savez, la force est placée sous l'autorité de non, je suis d'accord. Mais ce qu'il peut faire par rapport à cette situation, c'est d'essayer de créer des pôles au niveau des quartiers. C'est-à-dire qu'on crée des pôles, on responsabilise par exemple les CDQ par rapport à certaines situations. Que les CDQ-là remontent les bavures de ces policiers et de ces gendarmes-là vers le commandement de la force. C'est très important parce que ce qui s'est passé par exemple à Dakwame, c'est un confrère qu'on a appelé. Mais je crois que s'il y avait par exemple ces pôles au niveau de ces quartiers, on remonte par exemple l'information au CDQ et les CDQ vont remonter l'information. Encore mieux que les CDQ, il y a les maires. Maintenant, nous avons des maires et des conseils municipaux, à eux également de commencer à faire leur travail. Deuxième point que nous relevons dans la riposte, c'est ce qui se passe en interne au centre hospitalier régional de Lomé commune à Kégué. L'information circule depuis quelques jours. Nous en avons fait cas au club de la presse hier. Et aujourd'hui, c'est Liberté qui revient, qui écrit Covid-19, CHR Lomé commune. Le professeur Majesté Ouateba
met à exécution sa menace et renvoie 34 soignants. Nous venons de contacter le Saint-Faute et nous apprenons que c'est plutôt 35 agents que le professeur Iou vient de renvoyer du CHR Lomé Commune. Parce que déjà quelques jours, le professeur Majesté Iou avait ouvert une liste. Enfin, il avait sorti un communiqué dont voici un extrait. À cet effet, une liste est ouverte du mercredi à vendredi pour recueillir les noms de ceux qui sont intéressés à travailler avec nous au CHR Lomé Commune. Les gens à problème sont priés de s'abstenir. Et Liberté continue que le professeur Majesté a déjà mis à exécution ces menaces. Ainsi, 35 agents considérés comme ceux qui réclament l'amélioration de leurs conditions de travail viennent d'être renvoyés. Jacques, si cette information est avérée, cela pose problème. Je suis content que M. Peto... Non, lui est pharmacien. Non, je sais de quoi je voulais parler. Je suis content qu'il soit à ma droite. Parce que quand cette pandémie a commencé, c'est eux qu'on avait vus au front avec le chef de l'État. Qu'on continue à voir au front. La preuve, il est là. Il est là. Bon, depuis un certain temps, on ne le voit plus sur les médias comme ça. Mais ils étaient au front par rapport à cette situation. Et je crois qu'ils ont baissé un peu la garde, pas dans la riposte, mais dans les relations humaines. Il faut reconnaître que monsieur Iou, il est un peu jeune. Vous savez, souvent la fougue de la jeunesse. Mais il est déjà professeur. Oui, vous pouvez être professeur. Mais vous savez, il y a également ce qu'on appelle l'instinct de la jeunesse. Ça peut vous pousser à commettre certaines choses. Après, vous allez regretter. Je crois qu'il fallait que cette commission-là accompagne Iou dans la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, on ne sent plus cette commission-là derrière Iou, mais c'est M. Iou seul qui prend les décisions. Deuxième paramètre dont je voulais soulever, nous avons le ministre, par exemple, de la Santé. On n'a pas senti le ministère de la Santé impliqué dans le renvoi de ces 35 agents du ministère qui sont sous la coupole, effectivement, du ministre de la Santé. Aujourd'hui, c'est M. Iou seul qui est auparavant par rapport à cette situation qui renvoie ces médecins. Je crois que quelque part, dans ce que nous pouvons appeler dans la cohérence du travail qui devait se faire au niveau et de la commission de riposte contre le coronavirus et au niveau également du ministère de la Santé, je crois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas par rapport à la gestion de nos compatriotes qui travaillent au niveau de ces centres-là. Aujourd'hui, on les a renvoyés. Ils sont peut-être, je ne sais pas si on les a redéployés au niveau des centres ou bien ils sont à la maison, mais cela constitue également un autre problème. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des militaires qui ont été recrutés et qui travaillent au niveau de ces centres. Je n'ai rien contre ces militaires recrutés. On sait la rigueur avec laquelle les militaires travaillent par rapport à ce qu'on leur confie, mais quelque part, vous savez ça, il y aura toujours les frustrations au niveau de ce que les autres ont vu par rapport à cette situation. Dans cette riposte, nous avons plutôt besoin d'être ensemble, dans la solidarité, dans la mutualisation, et que le professeur Majesté renvoie 35 de ses collègues médecins, infirmiers, aides-soignants, alors qu'on a besoin de bras valides. À notre sens, ça pose un problème, mais Thierry, il faut rappeler que dans cette riposte, même si les médecins, même si le Saint-Faute se fait l'obligation de ne pas parler beaucoup, nous apprenons quand même que le Saint-Faute a quand même des insatisfactions. Ils disent qu'ils ne sont pas toujours protégés en matière de bavette, en matière de combinaison. Et puis à cela, c'est ajouté, il faut le dire, des questions de primes, d'encouragement aux agents. C'est ce que les gens posent à Lomé Commune et que le professeur Majesté vient d'en renvoyer 35. Je ne comprends pas le professeur Iou Majesté Wateba. Je ne sais pas le fait de rencontrer régulièrement cet homme, si le chef de l'État, c'est ça qui lui fait pousser des ailes. Parce que dans ce même pays, il y a encore quelques années ou quelques mois, ce professeur était en difficulté et c'est ce même personnel soignant qui s'était mobilisé pour que cette affaire-là soit, je ne sais pas, classée. Et aujourd'hui, il se permet de faire la peau à ses collègues et on ne sait pas ce qui se passe. Et je me demande
où se trouve dans cette histoire-là le comité national de riposte installé il y a encore quelques jours par le Premier ministre. Vous parlez de la coordination nationale. Voilà. Je crois que ce combat qui se mène actuellement contre la pandémie à coronavirus, nous avons besoin des uns et des autres pour que la lutte soit plus efficace. Et on dirait même que nous avons un problème de personnel soignant. Et si lui se permet de se séparer, d'abord, ceux qui ont accepté d'être sur ce site-là, c'est un sacrifice. Ils ont montré leur amour pour la patrie pour risquer et travailler sur ce site ou dans ce centre-là. Et aujourd'hui, lui se permet de se séparer de ses collègues-là. On ne comprend pas ce qui se passe. Concernant le fait que le Saint-Fort se plaint pour la simple raison qu'il manque ci et ça, et on se demande ce qui se passe au juste. Parce que il y a pas mal de solidarité dans cette lutte-là. Les gens ont fait des dons pas possibles. Gens continuent à faire. Et le gouvernement même a passé des commandes. Et on a vu que des matériels... Les cargos. Voilà. Et en principe, le personnel soignant ne devrait plus manquer je ne sais pas, de bavettes et autres pour leur travail. Vous voyez comment on expose le personnel soignant. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au CHU. Voilà. Merci. Donc, il faudrait que la coordination se réveille pour que ce qu'on a puisse aller au véritable destinataire. Merci. Donc, les médecins, infirmiers, aides-soignants, gardes-malades qui demandent ni plus ni moins que l'amélioration de leurs conditions de travail viennent d'être remerciés par le professeur Majesté Iou, alors que nous avons besoin vraiment d'être ensemble pour l'emporter sur ce coronavirus. Docteur Innocent Kweto, vous êtes du privé, l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire sur ce qui se passe en interne au CHR Lomé Commune. Je vous remercie tout d'abord, remercie également vos auditeurs qui nous écoutent et l'ensemble de vos invités autour de cette table. J'ai suivi avec beaucoup d'attention aussi l'intervention de M. Diouf qui a rappelé avec beaucoup de précision, en tout cas les conditions d'observation des jeunes musulmans. En tout cas, nous observons avec satisfaction que le Conseil du culte musulman chez nous, en tout cas, a pris toute la mesure de ce défi que nous oppose le coronavirus et va faire les choses comme il faut. Et en tout cas, nous souhaitons un bon mois de Ramadan, malgré ces conditions difficiles à nos frères musulmans. Et à vos confrères aussi, nous les saluons pour leur présence. Maintenant, par rapport à votre question, je précise que l'Ordre national des pharmaciens, ce n'est pas un organisme privé, c'est un organisme d'État et qui a pour rôle justement de veiller à ce que les professionnels du médicament, les pharmaciens, exercent leur art dans l'intérêt de la santé publique, et dans l'intérêt supérieur du pays. Et notre institution ordinale a été effectivement appelée très tôt à être aux côtés de toute l'organisation qui est mise en place au niveau du chef de l'État, notamment pour que nous puissions apporter aussi notre part aux solutions qui doivent être mises en œuvre pour freiner la propagation de cette pandémie dans notre pays et protéger notre pays en général contre les effets dévastateurs que nous observons de ce nouveau coronavirus à travers le monde. Sur la question qui se passe, que vous relevez au niveau de CHR Lomé Commune, on n'est pas encore, en tout cas, la coordination n'est pas encore saisie vraiment officiellement, puisque je fais partie de cette coordination nationale de la riposte. On n'est pas encore saisi de ce problème. En tout cas, quand la question viendra, je pense qu'elle va être étudiée et on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut rappeler que, vous le dites d'ailleurs vous-même, cette pandémie-là nous impose beaucoup de solidarité et beaucoup d'engagement patriote de la part des uns et des autres. Et nous l'avons dit, le corps médical au Togo
il faut prier que la pandémie, je dirais, soit maîtrisée. C'est le travail que nous sommes en train de faire en sorte qu'on n'ait pas l'explosion que nous observons dans les pays riches, parce que nous avons déjà des ressources limitées. Le corps médical n'est pas, je dirais, un nombre pour pouvoir faire face. Et nous pensons que si demain, aujourd'hui, on a le centre CHR Lomé Commune qui est dédié à la prise en charge, et l'objectif de concentrer la prise en charge là-bas, c'est justement pour maîtriser les personnes détectées positives, les garder en confinement pour qu'ils ne soient pas dans la communauté. Ce travail-là est fait justement pour éviter une circulation trop rapide du virus. Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Si demain ça explose, on aura besoin que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Ce ne sera pas qu'un centre. Tous les agents de santé du Togo seront mobilisés. Et il est important que tout le monde reste en alerte et qu'on puisse compter sur tout le monde. En tout cas, je ne commenterai pas sur le fond ce qui s'est passé parce que je n'en sais pas plus. Vous avez déjà tout dit, vous en prenez note et lorsque vous irez à la coordination, si la question se pose, vous en rechercherez les tenants, les aboutissants en gardant à l'esprit un règlement vraiment inclusif du problème. Eh bien, nous apprenons que l'Ordre national des pharmaciens du Togo, vous êtes vraiment impliqué au plus haut point. Nous apprenons que vous faites partie de la coordination nationale qui a été créée par le chef de l'État par décret le 30 mars dernier et que le Premier ministre a installé solennellement et qui est coordonné par le médecin colonel Mahaman Djibril. Il semble que vous faites également partie du comité scientifique. Alors, à ces deux niveaux-là, Dr Kweto, qu'est-ce que vous, pharmaciens, vous contribuez à aider le pays à vaincre le coronavirus? Alors, le chef de l'État, dans son discours à la nation, a dit clairement que le défi de ce coronavirus appelle toutes les nations à compter sur ses forces internes et sur tous ceux qui peuvent agir pour que nous puissions faire reculer cette pandémie. Et dans cet état d'esprit, très rapidement, il a convié à ses côtés non seulement le personnel soignant, mais aussi les ordres professionnels des professions médicales, donc les médecins et les pharmaciens, pour que nous puissions apporter la contribution de ces corps de métier à la riposte. Il s'agit notamment de pouvoir donner des avis qui éclairent le gouvernement dans les décisions qui sont prises pour pouvoir conduire la riposte. Donc ça, c'est au niveau de ce conseil scientifique que le chef de l'État a souhaité et qui comporte au-delà donc des ordres professionnels certains professeurs et certains médecins qui ont une certaine expérience dans la riposte aux pandémies. Et ce conseil-là est de temps en temps consulté par le chef de l'État et le Premier ministre pour pouvoir effectivement apporter quelques éléments d'information et des éclaircissements sur certains sujets pour lesquels ils peuvent nous saisir. Donc, toutes ces questions que vous soulevez, si le conseil scientifique est saisi, on pourra donner en tout cas nos avis dessus et nos orientations pour permettre une mise en œuvre correcte des mesures qui sont prises avant tout pour protéger la population. Et nous pensons que ce conseil jusque-là fait son travail et quand ces questions arriveront, on va les prendre en charge. Maintenant, au niveau de la coordination de la riposte, vous savez que c'est un organe, je dirais, multisectoriel qui prend en compte tous les aspects de la riposte au Covid-19. C'est vrai que le premier défi, c'est de protéger la santé de nos populations, de faire en sorte que ce virus ne fasse pas beaucoup de dégâts au niveau de la santé. Mais nous savons que le coronavirus aussi, c'est des défis économiques, des défis de la vie sociale, de la vie de notre société. Et donc, cette coordination nationale prend en compte tous ces aspects. Et là aussi, cette coordination est saisie de tous les problèmes qu'il peut y avoir et aussi est chargée de suivre la bonne application des mesures qui sont édictées à tous les niveaux et de pouvoir contribuer à la sensibilisation de la bonne exécution de ces mesures. C'est une des raisons pour lesquelles nous faisons le tour sur vos médias et
nous devons saluer aussi la collaboration de vos organes pour porter le message, parce qu'aujourd'hui, cette solidarité et cette mobilisation de toute la nation est essentielle. Alors, Thierry Afanuko, une question pour vous. Alors, docteur, qu'est-ce qui se passe au juste avec la disponibilité des intrants, au point où le personnel soignant se plaint? Non, je pense qu'on l'a vu tous, hein, et je pense que ça, il faut le saluer. Il faut saluer le travail qui a été fait au niveau du gouvernement, et il faut saluer aussi, nous on a eu à rencontrer le chef de l'État, on l'a vu très déterminé et très engagé, et avec tous les moyens qu'il pouvait mettre en œuvre pour que nous puissions avoir ces intrants. Vous avez vu à travers les médias internationaux le problème que pose aujourd'hui l'accès à certains matériels. Ces bavettes-là, il y a un an, nous, en pharmacie, on n'en vendait même pas. Quand on prenait une boîte de 50, elle restait là pendant 3 mois, 6 mois. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'or du monde pratiquement. Et on se l'arrache même dans des conditions qui ne sont pas compréhensibles. Au point même que vous pratiquez une certaine spéculation sur les prix. Non, on va revenir là-dessus, mais on va en parler. Je disais que vous avez vu au niveau mondial comment ce produit-là est devenu assez difficile à trouver. Les prix auxquels nous les avions, quand on essaye de faire je dirais de la recherche aujourd'hui pour les acheter, mais ces produits leur prix a été multiplié par plus de 10, même au départ de leurs fabricants. Maintenant, je vous ai dit que nous, si vous voulez qu'on parle de la spéculation, je dirais tout simplement que les pharmaciens, je l'ai dit, on ne vendait pas les masques. Ce n'est pas un produit courant. Vous savez, le masque, quand j'entends dire que les pharmaciens ont voulu se faire de l'argent sur le masque, c'est quand même réducteur de notre travail. Une pharmacie, c'est 7000 références. Il y a coronavirus, mais tous les jours, les Togolais doivent trouver leurs médicaments. Dans les conditions actuelles, vous ne pouvez pas imaginer ce que nous faisons pour que les gens continuent par avoir leurs médicaments. Le masque ne peut pas représenter un produit sur lequel les gens vont vouloir s'enrichir, parce que je rappelle que l'exercice de la pharmacie, ce n'est pas une activité d'opportunité, ce n'est pas un business. Un pharmacien qui fait de son activité une activité d'opportunité où il veut saisir des occasions, ce n'est pas un pharmacien. Parce que c'est au quotidien que le pharmacien peut-être peut gagner sa vie en prenant soin de ses compatriotes, en mettant à disposition tout ce dont le corps médical a besoin, tout ce dont ses compatriotes ont besoin pour se soigner. C'est vraiment en faisant cet exercice que peut-être on peut gagner sa vie, mais on ne peut pas saisir des opportunités. Le pharmacien ne fonctionne pas comme ça, parce que les ressources doivent être investies de façon judicieuse pour assurer un approvisionnement correct du pays. Alors, docteur, au-delà des bavettes, est-ce que vous êtes maintenant est-ce que vous disposez des stocks en quantité pour les solutions hydroalcoolisées, voire même les combinaisons, les gants et autres, notamment les combinaisons dont le personnel soignant a besoin? Non, les combinaisons, ça c'est notre circuit. Les combinaisons et même certains types de masques, c'est vraiment autre chose, parce que les épis ne sont pas des produits qui doivent être commercialisés en pharmacie. C'est vendu directement aux hôpitaux, aux centres de prise en charge. Et les gants, on en a à la demande des populations qui en veulent, mais tout ce qu'il faut pour le personnel soignant a été commandé et mis à disposition des formations sanitaires. Vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes qu'il y a évoqués par le SYNFOT et le corps médical, le personnel soignant. Je pense qu'il y a peut-être quelques difficultés logistiques qui, depuis 2 jours, sont en train d'être réglées. Et je pense qu'aujourd'hui, les masques sont parvenus pratiquement dans toutes les formations sanitaires. En quantité suffisante? En quantité suffisante. Il faut dire que le SYNFOT, en tout cas le corps soignant, insiste sur certains types de masques particuliers qui ne sont pas en nombre suffisant. Nous savons, parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Ils sont dédiés à la prise en charge du Covid-19 et à destination du personnel qui est effectivement en contact avec cette pathologie. Même si on sait, on le relève aujourd'hui, dans toutes les formations sanitaires, on peut recevoir des patients Covid-19 et
ce qui est recommandé, c'est que nous soyons tous vigilants, parce que je rappelle que normalement, il n'est pas demandé, je veux dire, si on prend tous les mesures qu'il faut, on devrait éviter les situations que vous évoquez, la situation du CHU Sylvanus Olympio, parce qu'il y a eu un parcours du patient. Et c'est pour cela que nous qui sommes chargés de la sensibilisation, nous allons insister sur le comportement citoyen que chacun doit avoir. Il a été décrit clairement les signes. Et tout agent médical, même en périphérie, doit pouvoir, en tout cas aujourd'hui dans son examen, faire attention à tout ça. Et même les citoyens, parce que nous observons en pharmacie qu'on a des demandes bizarres, les gens viennent vous demander ci ou ça. Et nous craignons que notre réflexe soit de nous cacher chez nous pour essayer de traiter quelque chose qui ressemblerait à un signe de coronavirus. Il faudrait que nous évitions ce type de comportement, parce que ce qu'il faut que nous évitions, c'est qu'on arrive à l'hôpital dans une situation compliquée. La stratégie aujourd'hui que nous avons au niveau de la gestion de cette crise, c'est de faire en sorte que nous puissions très vite détecter les cas positifs. Ils sont mis automatiquement sous traitement, même qu'il y ait des signes ou pas. Dès qu'on est positif, on est mis sous traitement. Et je pense que cette stratégie-là permet aujourd'hui, de tous les cas qui sont encore actifs, il y en a qu'un qui soit critique aujourd'hui. Et je pense que ce réflexe, il faut qu'on l'ait. Et il faut que chacun à son niveau aussi puisse se prendre en charge et qu'on regarde autour de nous, qu'on puisse avoir cette solidarité qui dit que si quelqu'un a un problème, qu'on l'encourage à aller vers les formations sanitaires. On va revenir peut-être sur le centre de prise en charge qui est aujourd'hui, en tout cas relevé à un niveau assez intéressant. C'est un hôpital aujourd'hui qui a tous les moyens pour prendre en charge les patients, et la coordination a prévu que les personnes qui sont positives, qui ne manifestent pas des signes, soient aussi confinées dans un hôtel-hôpital. Je pense que toutes ces mesures-là doivent encourager les uns les autres à aller vers les centres, à appeler le numéro qui est mis à disposition pour manifester les signes, parce que l'inquiétude aujourd'hui au niveau de la coordination, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté. Alors, docteur, le fait qu'on dit aujourd'hui que tout est en place au niveau du CHR Lomé Commune, est-ce qu'on ne crie pas trop tôt victoire, puisque le dispositif mis en place, en tout cas, n'a pas encore été testé pour voir son efficacité? Si jamais le nombre venait à être beaucoup plus augmenté. Il n'y a pas de victoire, parce que ce que le coronavirus nous enseigne, c'est l'humilité. Je pense que cette humilité, elle est au niveau de tous ceux qui sont en charge de cette prise en charge et jusqu'au sommet. On parle du CHR Lomé Commune, mais il faut savoir que les dispositions sont prises pour que d'autres centres de prise en charge soient déployés progressivement sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, dans le plan, on se dit que si on doit évoluer vers des situations telles qu'on le voit ailleurs, il faut pouvoir prévoir d'autres sites qui sont aujourd'hui explorés, qui sont aujourd'hui étudiés. Il y a des sites identifiés qu'on est en train d'étudier. Et au niveau des régions, il y a des formations sanitaires qui sont identifiées ou des sites qui vont être aménagés pour éventuellement accueillir d'autres malades du coronavirus. Donc, c'est un travail qui est en continu. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est en place, nous devons faire confiance. Et le matériel dont vous parlez, j'ai entendu sur certains médias que les respirateurs qui sont reçus ne seraient pas adaptés au coronavirus. Je voulais dire, en tant que professionnel de la santé, qu'il y a un respirateur, c'est un respirateur, et que le respirateur, c'est pour soigner les cas de détresse, qu'ils soient d'origine corona. On a eu des scanners tout neufs dans ce pays qui n'ont jamais marché. Non, je pense qu'on n'en est pas là. C'est vrai que notre passé nous rattrape souvent. Alors, si ce que tu disais tantôt, docteur Peto, il y a cet article du confrère L'Union pour la Patrie qui écrit à page 3 que pour lutter efficacement contre la pandémie, en fonction du degré de contamination, voici comment le Togo répartit les différents cas du Covid-19, c'est la page 3. Également pour les cas, les chiffres d'hier, 23 avril à 10h01, il y avait donc 88 cas confirmés, dont malheureusement les 3 décès que nous déplorons.
Mais heureusement, 59 guéris. Et c'était 23 personnes sous traitement hier. Je ne sais pas si ça a évolué. On a 6 décès. 6 décès. Moi, je crois que je voulais revenir par rapport à ce que le docteur disait. Il fait partie également du comité scientifique, si j'ai bien saisi. Bon, on voulait savoir par rapport au traitement de ces malades. Est-ce que vous êtes pharmacien aussi? Nous savons que la chloroquine avait fait tellement de débats au niveau de chaque centre de traitement dans presque tous les pays. Est-ce que ce produit est également administré ici au Togo par rapport à ces malades? Docteur? Oui, permettez que je revienne sur les statistiques qui nous rappellent que la pandémie est chez nous et qu'elle évolue. Et nous avons déploré malheureusement 6 décès, dont un bébé, un nourrisson de 28 jours à peine. Et ça nous a assez secoué au niveau de tous les organes de gestion de cette pandémie. Et c'est le lieu aussi de montrer à tout le monde, de dire à tout le monde que nous devons rester vigilants parce que on est parti d'un cas le 6 mars et aujourd'hui nous sommes à 88. C'est une progression qui est en tout cas assez fulgurante et on se rend compte que cette pandémie tue aussi puisqu'elle ça fait des morts chez nous. Donc, et aussi ça montre ces chiffres-là qu'il y a un travail qui est fait pour en tout cas suivre parce que sur les 88 cas positifs, c'est près de 3000 tests qui sont déjà réalisés pour détecter ces cas-là. Et il y a des stratégies qui sont développées pour continuer à tester encore plus. Nous y réfléchissons au niveau de tous les organes. Et aussi pour cibler des populations à risque pour qu'on voit exactement comment circule le virus dans notre pays. Donc tout ça se fait. Alors pour revenir à la prise en charge, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un protocole qui a été élaboré et adopté par notre pays et qui est mis en œuvre par l'équipe de prise en charge. Ce protocole intègre effectivement la chloroquine. Il faut savoir que, il faut que ce soit clair pour tout le monde, le coronavirus n'a pas encore trouvé son médicament miracle. On n'a pas un médicament dont tout le monde est sûr qu'il soigne. Il y a eu, je dirais, des recherches ou des essais qui ont été faits par certains éminents chercheurs qui ont donné des pistes qui sont prometteuses, dont l'association chloroquine et puis un antibiotique, l'azithromycine. Et chaque pays, en fonction de ses moyens, en fonction de l'accessibilité à telle ou telle combinaison ou à telle ou telle proposition, et aussi des tendances qui sont données par les scientifiques, a choisi un protocole. Le Togo a clairement choisi le protocole à base d'hydroxychloroquine ou de chloroquine. Et donc, chez nous au Togo, ce médicament-là est utilisé pour soigner toutes les personnes testées positives. On le met suffisamment en temps pour espérer qu'on n'ait pas de cas compliqués. Pour le moment, ce que nous observons, c'est qu'on n'a plus beaucoup de cas qui se compliquent. C'est trop tôt pour crier victoire parce que tous ces résultats ont besoin d'être explorés. Et n'oublions pas que le coronavirus est asymptomatique ou bien ne provoque pas de complications à près de 80%. Donc, on va voir au fil du temps quelle est la part je dirais, de guérison réelle due aux médicaments et puis la guérison naturelle qui est due tout simplement à l'histoire de cette pathologie-là. Merci. Il va être 12 heures. Le coronavirus a encore pris la grande partie de notre temps, mais comme je l'ai annoncé, juste une revue de presse sur l'actualité sociopolitique et qui est relative à l'arrestation et à la détention de M. Agboyome Kodjo. Revue de presse avec Liberté qui écrit Agboyome, Dynamique Podjoro, la vendetta politique de Faure Gnassingbé. Liberté qui trouve que le chef de l'État est lui-même aux manettes du dossier Agboyome. Pendant que autre journal Écho du pays trouve plutôt que M. Agboyome Kodjo paie le prix de la défiance.
L'Union pour la patrie écrit, lui, trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, fausse nouvelle, dénonciation calomnieuse. Agboyome Kodjo et la dynamique Podjoro amené enfin à répondre devant les juridictions. Et l'Union trouve que pendant 2 mois, Gabriel Mensangoueme Kodjo de la dynamique Podjoro aura brillé dans le jeu de la provocation. Depuis son arrestation, Liberté parle d'une plus de réaction pour un règlement politique. Cela va des églises aux partis politiques. Et là-dessus, autre journal, c'est Le Messager, qui revient sur les propos tenus par le ministre Bawara dans nos studios mardi. Bawara qui se demandait, pendant que Agboyome Kodjo et Podjoro tenaient des discours outranciers à l'endroit du pouvoir, où est-ce que les évêques étaient à ce moment-là? Malheureusement, faute de temps, on va devoir passer aux auditeurs. Le temps quand même que vous trouviez un moment pour partager 1 minute de commentaires chacun avec nous. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous sommes à vous sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Notre ami Mamadou Diouf, c'est pour les musulmans qui voudraient en savoir davantage sur le Ramadan 2020, ou encore Dr Innocent Kweto, si vous voulez en savoir davantage sur sur ce que les pharmaciens font dans la riposte au coronavirus, et puis les confrères Thierry Afanoukou et Jacques Jacouti pour l'actualité tous azimuts. Bonjour, l'ami en ligne. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kodjo. Ok, nous vous écoutons. Oui, c'est juste pour vous féliciter pour ce que vous faites pour la population togolaise. Je vous en prie. Et je salue tout le plateau. Merci. Et c'est une question que je vais poser au docteur. Est-ce que c'est possible que quelqu'un soit positif, mais lors du test, qu'il ne soit pas détecté? Et là, c'est une question. Et comment savoir si, après test, que vous n'êtes pas positif, vous avez été détecté et négatif, mais vous avez des couleurs ou bien des trucs là, le docteur apprécie tout, mais ça ne va pas. Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Ok, merci. J'espère que le docteur Kweto a mieux compris que moi. Est-ce que on peut être porteur de la maladie mais testé négatif? C'est vrai que les tests, le dépistage, des fois, peut comporter de faux négatifs. C'est extrêmement rare. Et il faut savoir que quand les personnes sont suivies, parce que la stratégie, pour l'instant, c'est de suivre les personnes contacts des personnes malades. Quand on considère que quelqu'un est en risque et qu'il est confiné, en général, pour le déclarer négatif et le libérer, il y a 2 tests qui sont faits. Il y a un premier test qui est fait. S'il est négatif, on refait un autre test pour confirmer avant de considérer que cette personne-là est effectivement négative. Donc, ce travail permet quand même d'éliminer les faux négatifs qui peuvent éventuellement arriver dû peut-être au test ou au niveau du prélèvement. Parce qu'il faut savoir que le virus circule au niveau des voies pharyngées, donc dans le nez et dans la gorge, avant de descendre au niveau des poumons. Donc, par rapport au moment du prélèvement, il peut y avoir peut-être des négatifs, mais aujourd'hui, le travail qui est fait permet vraiment de pouvoir éliminer ces faux négatifs. Donc, c'est en double que le test est fait. Je pense que c'est suffisant pour pouvoir rattraper tous les cas. Maintenant, il évoque les signes. Ça aussi, il faut que tout le monde, que ce soit rappelé. Il y a des signes qui doivent être évocateurs. La fièvre à plus de 38 degrés, des narines qui coulent, une toux sèche. On parle de plus en plus de la perte d'odorat et de goût. Et tous ces signes-là doivent pouvoir amener à consulter. Et en général, si ces signes sont bien décrits, ça pourra orienter vers des tests qui vont permettre de confirmer ou pas le Covid-19. Merci. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur Philippe, j'appelle du quartier Agbalé-Pedro. Oui, allez-y. Alors, je vous remercie vous tous sur le plateau et j'ai une petite question à poser par rapport au dépistage.
Alors, franchement, je ne me rappelle plus d'avoir lu des informations ou une communication sur les dépistages. Donc, pour ceux qui pourraient nous revenir là-dessus et nous dire à peu près où, dans quel centre ou dans quelles organisations on fait le dépistage. Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce que nos éminents chercheurs qui sont ici ou bien des différentes pistes qu'on a eues, on entend parler beaucoup de la piste de l'hydroxychloroquine et des azithromycine du professeur Raoult, mais il y a aussi la piste du stromectol qu'on appelle encore l'ivermectine, je crois. Et je voudrais demander, est-ce qu'ils ont des informations sur cette piste du stromectol et de l'ivermectine? Et ce sera tout. Merci beaucoup. Je vous en prie, l'ami Philippe, Dr Cueto. Oui, merci. Où faire le test contre le coronavirus? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la stratégie, c'est de traquer les cas suspects. Ces cas suspects, ça a été pendant longtemps les voyageurs déjà qui rentrent des pays considérés comme fortement atteints. Et c'est pratiquement aujourd'hui tous les pays. Donc, tous les voyageurs sont suivis, et confinés et testés. Ensuite, il y a des personnes qui ont été en contact avec des malades confirmés. Ceux-là aussi font l'objet d'un suivi strict, confinement, tout est testé, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 fois pour vérifier s'ils ont contracté le virus ou pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce travail qui est fait de façon suivie. Il y a des centres de prélèvement. Je pense que Lomé a été subdivisé. Il y a des districts sanitaires. Il y a le district sanitaire numéro... je crois qu'il y a celui de Bekpota, il y a celui de Kakaveli, le centre de santé de Kakaveli, le centre de santé de Bekpota aussi. Et je crois qu'il y a un autre centre. Je crois notre voisin du centre Outri Kondji ou bien c'est celui de Kodiakopi. Entre les deux, il y a un qui est retenu. Et au niveau de ces centres-là, c'est là qu'on a un personnel formé et équipé pour pouvoir faire les prélèvements. Et quand, quel que soit où vous êtes, quand il y a des signes, quand quelqu'un ressent des signes et qu'il appelle le 111, normalement, c'est renvoyé justement vers une équipe qui va se déplacer pour venir faire le prélèvement, où on indiquera, par exemple, il y a des centres de santé qui reçoivent des cas suspects, ils sont mis en quarantaine dans un local dédié. C'est la même chose pour les cliniques privées. Aujourd'hui, il est recommandé que chaque clinique ait un local dédié pour pouvoir mettre en quarantaine un malade suspect. Et il appelle pour qu'une des équipes, en fonction de sa zone, vienne faire le prélèvement. C'est ce qui est mis en place aujourd'hui. Et donc, bon, peut-être que l'auditeur voulait savoir s'il veut spontanément aller faire un test quelque part, il faudrait qu'il justifie de peut-être quelques signes qui orientent vers le coronavirus, parce que pour le moment, on n'en est pas encore au test massif. Ça va venir, c'est une stratégie qui est en cours d'étude. Actuellement aussi, il a été lancé une étude pilote qui va adresser des groupes sociaux qui sont considérés à risque, les étudiants, le personnel soignant, le personnel des officines de pharmacie aussi qui sont exposés à la fréquentation de beaucoup de personnes. Il y a aussi les caissiers dans certaines institutions de services, banques et autres. Et la douane, les douanes au niveau des aéroports, des ports. Donc il y a ces études-là qui vont être faites aussi, où on va tester des gens pour voir si ils ont été en contact du virus ou pas. Ça nous permettra de voir comment circule le virus dans notre pays. Merci. Il a aussi posé une question sur les pistes de protocole. Ouais, les pistes de protocole, j'ai dit tout à l'heure que chaque pays devait choisir dans tout ce qui est offert à travers le monde. Il y a nos scientifiques, le conseil scientifique aussi a travaillé sur ce protocole. Entre tout ce qui est proposé, nous regardons ce qui a donné peut-être plus de résultats dans tel ou tel pays, ce qui est adopté. On regarde aussi les médicaments qui, dans ces protocoles, sont les plus accessibles pour nos pays. Et aussi, vous savez, tous ces médicaments qui sont utilisés dans le cadre du traitement de ce Covid-19 sont des médicaments qui sont utilisés, ce que nous appelons hors autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que le fabricant du médicament n'avait pas prévu et n'avait pas testé son médicament sur le coronavirus. Et tous les fabricants exige aujourd'hui, si vous choisissez d'utiliser la chloroquine, le laboratoire vous dira, vous devez vous engager et prendre vos responsabilités au niveau du pays. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons choisi le protocole
hydroxychloroquine, azithromycine, en prenant en compte toutes ces contingences. Et voilà, merci, nous avons estimé merci, que ce qu'il y a de docteur. On va prendre un troisième auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, ça. C'est monsieur? Bonjour au plateau, c'est abonné. Oui, allez-y. Nous souhaitons un bon début de carême à nos frères musulmans. Merci. Je pose une question au journaliste et puis une question au docteur. À l'arrivée des médecins qui sont venus de l'extérieur du Pérou, je pense que ça peut provoquer une frustration. Cuba. Voilà, du Cuba plutôt. Ça peut provoquer une frustration au niveau de nos frères qui peuvent estimer qu'on pouvait leur donner des primes comme ça se fait dans des pays à côté de nous. Au Togo aussi, dans chaque entreprise, ça se fait. Même si vous là-bas, le président peut faire interview à un expatrié à des coûts des milliards, il nous a jamais appelé pour une interview. Donc ça peut créer une frustration. Mais je ne comprends pas pourquoi, par l'erreur d'un responsable, on ferme les instruments qui peuvent sauver des vies et on a eu 2 morts au niveau du CSO, Sylvanus Olympio. Maintenant, on punit ceux qui sont au front et réclament une meilleure condition. Et les journalistes ont quand même m'éclairer sur cet aspect. Eh bien, pour le docteur, est-ce que dans une affaire judiciaire, lorsque je mens, on suppose que je mens sur ma santé, je fournis un certificat médical et celui qui est en face de moi dit que je mens. Est-ce que dans votre déontologie, c'est permis de demander une contre-expertise pour prouver que tant bien que je suis malade de choc, je parle beaucoup, je suis le docteur tierce peut prouver que cette image n'était pas malade. Merci. Eh bien, la question journaliste, Jacques, vous prenez? Non, je crois que par rapport à sa question, on l'a si bien débattu ici. C'est vrai que on nous a parlé de la venue des médecins cubains. Je crois que M. Cueto sera mieux placé pour nous expliquer pourquoi ils sont venus. Non, j'ai eu même le privilège d'avoir le docteur, le médecin colonel Djibril, qui nous a expliqué que c'était pour appuyer en entraide confraternelle. Mais je crois que par rapport à nos compatriotes qu'on a dû renvoyer, on l'a dit ici, il faut une solidarité et que la commission chargée du coronavirus puisse nous expliquer pourquoi nos compatriotes ont été renvoyés et par solidarité, voir comment si effectivement, je ne sais pas si ils sont carrément à la maison ou bien on les a encore redéployés dans d'autres centres ailleurs. Donc je crois que on n'a pas encore les paramètres par rapport à cette situation, mais tout compte fait, c'est nos compatriotes. Nous avons besoin de l'élan de solidarité par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Merci, docteur Cueto. Puis-je demander une contre-expertise en matière de certificat médical? Bon, ça, il y a des contours juridiques autour de cette question. Je pense que moi, je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais en principe, quand un certificat médical est établi, si ça doit rentrer justement dans une procédure juridique, je pense qu'il y a des mécanismes, c'est les pièces qui sont versées dans ce type de procédure peuvent être contesté par l'un ou l'autre qui a peut-être la possibilité de demander. Peut-être que si nous avions le président de l'Ordre national des médecins, peut-être que. En plus, la question aussi n'est pas très très précise parce que je ne sais pas à quoi ça fait allusion. Merci beaucoup. Exceptionnellement, nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Fat. Oui, c'est monsieur Ismaël. Ismaël, oui. Oui, monsieur Fat. Je salue sur le plateau. Merci. Et je remercie l'islamologue qui est là, monsieur Diouf. Monsieur Diouf, oui. Qui nous éclaire suffisamment la conduite à tenir en ces conditions très difficiles. Je voudrais quand même lui poser une question. Je ne sais pas, vous savez, monsieur Fat, on demande à nous musulmans de beaucoup lire le Coran pendant cette période. Je voulais lui demander si pour quelqu'un qui ne lit que le Coran en français, est-ce qu'il bénéficie des mêmes bénédictions que d'autres? Et je voudrais adresser une question au docteur. Lorsqu'on est atteint, par exemple, du corona, puisque c'est une nouvelle maladie, je ne sais pas si déjà il est établi que quelqu'un qui a déjà été atteint et qui a été guéri peut le recontacter à nouveau, ou alors il acquiert une immunité active. Merci l'ami, merci à vous tous qui nous avez enrichis par vos questions, commentaires. Monsieur Diouf, le musulman qui ne lit le Coran qu'en français, est-ce qu'il aura toutes les bénédictions d'Allah?
Mais bien sûr, puisque le Coran, c'est deux choses. C'est le texte lui-même, en tant que texte sacré écrit en arabe, mais c'est le contenu également. Et la meilleure posture, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire pouvoir lire le texte et savoir de quoi il s'agit. Parce que quand on n'a pas l'arabe, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque, mais quand tu as l'arabe et tu ne sais pas de quoi il s'agit également, ça ne résout pas le problème. Donc l'effort à faire, c'est d'essayer de s'alphabétiser en langue arabe. S'il tombe sur un très bon pédagogue, en 3 mois, il peut déjà commencer à lire et il fera ensuite l'effort de pouvoir comprendre et les traductions vont lui faciliter la tâche pour cela. Merci beaucoup. Docteur Kweto, quelqu'un atteint du coronavirus qui est guéri, est-ce qu'il est encore susceptible de recontacter le virus? Alors, je dois rappeler ce que c'est qu'un patient guéri. C'est vrai qu'il y a cette polémique sur le nombre de guéris chez nous. Il faut qu'on éclaire vos auditeurs là-dessus. Pour décréter un patient guéri, ce n'est pas les symptômes. Il y a certes la disparition des symptômes majeurs qui sont observés, qui ont été pris en charge correctement, mais c'est un test au laboratoire qui permet d'affirmer que la personne est guérie. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la stratégie, c'est que les gens qui sont positifs soient pris en charge dans un cadre donné pour éviter qu'ils soient dans la communauté. Quand on décrète quelqu'un guéri qui doit retourner dans sa communauté, on doit s'assurer qu'il n'a plus le virus, du moins au niveau des voies aériennes pour le transmettre. Donc il y a 2 prélèvements qui sont faits. D'ailleurs, donc tous les patients qui sont pris en charge sont testés au fur et à mesure. Au bout de 10 jours au moins, en tout cas, de prise en charge, on fait un premier test. S'il est positif, donc on maintient le patient. S'il est négatif, au bout de 48 heures, 72 heures, on refait un deuxième test. Et aujourd'hui, je pense que le deuxième test est fait au niveau plutôt de la gorge, parce que le virus évolue, pour s'assurer que ce patient-là n'a plus de virus dans les voies respiratoires et qu'il soit transmissible. Donc, c'est ce qui permet de décréter la personne positive. Maintenant, quant à la question de savoir si il est définitivement immunisé, aujourd'hui, on n'a pas encore tout le recul. C'est une maladie virale. En principe, quand la personne est guérie, il développe des anticorps qui le protègent. Mais on ne va pas trop vite s'avancer dessus. Les travaux se font. Le défi que tout le monde a aujourd'hui, c'est de pouvoir contenir la propagation de ce Covid-19, de pouvoir guérir les gens. Derrière, il y a des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. On en reviendra, mais on s'assure quand même que la personne n'est plus contaminante pour retourner à la communauté. Et je voudrais en profiter parce que maintenant que nous commençons par avoir des cas guéris, il faudrait que les Togolais comprennent qu'il y a une des mesures sociales qui est très importante aujourd'hui, c'est qu'on évite la stigmatisation. Parce que ça aussi, ça commence par revenir, et ça commence par revenir et ça ne va pas aider à vraiment prendre, en tout cas à lutter efficacement contre ce coronavirus, parce que si dans les quartiers, même venir tester quelqu'un, moi j'en ai été victime parce que j'ai été confiné pendant 20 jours. Le jour où l'équipe est venue chez moi pour me faire le prélèvement, mais ça a jasé dans mon quartier. Et même le week-end dernier, mon quartier me disait encore qu'on continue par dire que même on a embarqué mes enfants. Donc, je pense que c'est des choses aussi qu'il faut éviter. Donc, ce que vous dites là, c'est important parce que nous-mêmes, ici au Club de la Presse, nous cherchons une personne ressource qui a été atteinte du coronavirus et qui soit guérie. Quand nous contactons les gens, ils disent qu'ils n'ont pas le courage de venir. Non, je pense que ça va venir parce que pour moi, ce n'est pas une maladie stigmatisante. Il faut que les gens sachent que ce coronavirus-là, nous tous qui sommes aussi, on est susceptibles d'avoir été en contact quelque part. Oui. Et quand on voit la façon dont ça se développe aujourd'hui, il faut que tout le monde se dise qu'il n'y a que le bon Dieu qui protège. Et qui nous permet docteur. Eh bien, nous lançons l'appel à quelqu'un qui a été atteint et guéri du coronavirus. Nous l'invitons à le recevoir ici. Au besoin, nous allons prendre toutes les dispositions pour que la personne puisse témoigner sous anonymat. Mais nous avons quand même besoin d'un témoignage de première source pour renforcer même notre immunité contre cette maladie-là. Avant de revenir à recueillir les mots les conclusions de nos amis,
Thierry Afankoué, vous n'avez pas pu commenter l'actualité sociopolitique. Eh bien, vous avez 1 minute chacun. Thierry? Oui, je crois que la politique aujourd'hui, c'est Agbeome Kodjo, son arrestation et tout ce qui l'entoure. Si je ne me trompe, 2 autres responsables de la dynamique Kodjo doivent être actuellement dans les locaux du SCRIC, puisqu'ils y étaient hier. On leur a demandé de revenir aujourd'hui. Voilà. Mais je crois qu'il est de bon temps qu'on arrête de traumatiser la famille d'Agbeome Kodjo, puisque hier encore un détachement de gendarmes a fait irruption dans la maison, soit pour soi-disant arrêter une conférence de presse, alors que rien de cela ne s'y passait. Il faudrait qu'on puisse trouver rapidement une solution à cette situation-là pour que le pays puisse continuer par aller de l'avant. Merci. Juste compléter que M. Agbeome est toujours détenu au sein de la gendarmerie. Et il fait là plus de 112 heures de garde à vue. Il n'a pas encore comparu devant le procureur de la République. Madame Adjango Johnson Fibratiso, qui était hier, doivent retourner aujourd'hui. C'est un feuilleton qui intéresse les appels qui émanent des milieux politiques, associatifs, même religieux. Tout le monde recommande un règlement politique à ce problème. On demande même que Agbeome soit libéré. Et revenons donc au messager qui écrit ce que Gilbert Barra avait dit. Beaucoup auraient aimé que les mêmes évêques aient agi pour prévenir et éviter ce qui s'est produit. Le mal est déjà fait. Jacques Diakouti, il faudra quand même que des autorités morales interviennent, tout en laissant bien sûr la justice se dérouler, mais qu'une autorité morale puisse appeler à rassembler. Non, vous savez, nous avons quand même au Togo un génie de pouvoir nous entendre à la fin. Espérons que, avec ce qui se passe actuellement à l'interrogatoire avec M. Agbeome Kodjo et les autres qu'on a convoqués cet après-midi, j'ose croire que nous aurons quand même l'issue à ce problème, parce que quoi qu'on dise, il est vrai que ce que nous avons eu à vivre au cours de cette situation, c'est vrai qu'on pouvait l'éviter tout au début, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais comme cela ne s'est pas fait, la justice a pris le relais. Espérons que justice sera faite par rapport à cette situation et que chacun de ceux qui ont été convoqués, que ce soit Agbeome Kodjo et les autres, on pourra les révéler par rapport au jugement et par rapport au procès, s'il y en a sur cette situation-là. Oui, juste à ajouter que malheureusement, je crains que l'appel des autorités religieuses, des politiques et autres ne sera pas entendu par les autorités togolaises, parce que si vous suivez un peu le déroulement de cette affaire Agbeome, vous vous rendez compte que elle est pilotée de la même manière que l'affaire Pachang Nsingbe a été pilotée, et je crains ou je parie que la justice, le processus va aller jusqu'au bout, et la justice se prononcera sur cette affaire. Nous ne pouvons qu'en appeler à l'exigence constitutionnelle de la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif qui a son travail, le législatif qui a son travail également, et la justice, qu'aucun de ces pouvoirs ne veuille interférer dans celui de l'autre. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous n'avons pas vidé toutes les questions. Malheureusement, c'est le propre même du Club de la Presse pour que le suspense ne soit jamais, soit toujours au rendez-vous. Eh bien, Mamadou Diouf, bon début du mois sacré béni de Ramadan. Merci. On le souhaite également, j'allais dire, à tous les musulmans du monde. Mais comme on l'a dit, le Ramadan est là. C'est le moment de prier, c'est le moment de faire preuve de solidarité. Mais Covid est également là. Respectons les mesures barrières, particulièrement nous, ce que nous recommandons, que les gens se lavent les mains avec du savon avant de faire les ablutions, parce que c'est par nos mains souvent que nous amenons
ce virus vers notre visage. Et quand on fait les ablutions, c'est ce que nous faisons. Donc on prenne cette précaution, se laver les mains avec du savon avant de faire les ablutions. Merci, docteur Innocent Kweto. Il y a plein de sujets sur lesquels je vous prierai de revenir dans ce studio. Mais votre conclusion à mi-parcours? Oui, ce que je voudrais dire, c'est de rappeler les mesures barrières que notre ami a commencé tout à l'heure à rappeler. Donc, d'abord, se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Et à défaut, c'est quand on est vraiment en dehors d'un lieu où on peut avoir accès à l'eau et au savon qu'il faut utiliser la solution ou le gel hydroalcoolique pour se nettoyer régulièrement les mains. Et éviter de porter justement ses mains le plus souvent vers le visage et la bouche, parce que on ne sait jamais, on peut avoir touché un objet qui est contaminé, le virus persiste des fois sur certaines surfaces que nous pouvons toucher. Il faut ensuite faire attention quand on éternue ou quand on tousse, de le faire dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'on peut jeter tout de suite. De plus en plus, nous recommandons le port de masque dans nos officines. Vous avez vu, pour y entrer aujourd'hui, il faut porter son masque. Oui. Et pour éviter justement de contaminer. Et il faut surtout éviter de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Je me vois contraint de vous arrêter dans votre élan. Et rappeler que le Saint-Faute est en train de plaider pour que le gouvernement impose le port systématique du masque. Nous allons y revenir, mais faute de temps, ça s'arrête ici. Thierry Afanoukoé. Pas de carton, juste souhaiter qu'il puisse avoir une bonne gestion par rapport à tout ce qui est mobilisé aujourd'hui pour faire face à la pandémie, parce qu'aujourd'hui on gouverne par ordonnance et il n'y a plus d'appel d'offres, donc les commandes se font de gré à gré, et quand c'est le cas, on est au Togo, on se connaît, on sait comment ça se passe. Avec la on va regarder tout ça. Jacques Diakouti. Non, je crois que la courbe a encore monté. Nous sommes à 90. Contamination. Donc, nous en appelons une fois encore la prudence. La prudence, oui, docteur Kweto? Non, un carton vert pour mes confrères pharmaciens. L'invité n'a pas de carton vert. Non, mais je vous permets. C'est un privilège réservé aux journalistes. Donc, non, je tenais quand même à le dire. On n'a pas eu l'occasion de parler de ce que les pharmaciens font depuis le début de cette crise sanitaire. Oui. Et je voudrais vraiment, en tout cas, remercier mes confrères pour le relais qu'ils ont fait de toutes ces mesures barrières, les dispositions prises dans les pharmacies. Donc, ça a été des investissements. Vous allez devoir merci beaucoup vos confrères. Et puis, non seulement le bon mois de Ramadan, mais je vous souhaite à nous tous une bonne fête de l'indépendance. Le lundi 27 avril prochain, notre Togo aura l'âge de 60 ans, le jubilé de diamant. Eh bien, pensons au père de l'indépendance, à nous-mêmes, et quel pays nous voudrons léguer à nos enfants.